Bonjour, premier chapitre de ce semestre 4, donc sur les espaces vectoriels. Ça fait notamment, je vous en parle, des espaces vectoriels, notamment de ce qu'on va voir à la fin, les applications linéaires, et donc vous allez enfin savoir ce que c'est qu'un espace vectoriel et qu'une application linéaire. Alors commençons par une définition et les premiers exemples. Alors, définition. Je vais passer très vite dessus parce que je vous rassure tout de suite, cette grosse définition, vous n'avez pas à la connaître par cœur et on va jamais l'appliquer en pratique. Je vous explique. Donc du coup, c'est quoi le principe d'un espace vectoriel? C'est on veut considérer des espaces qui vont avoir les mêmes propriétés que par exemple R puissance 2 ou R puissance 3. Des exemples, hein, si vous faites la somme, si vous prenez deux éléments dans R puissance 2, vous faites la somme, ça reste dans R puissance 2. Et vous avez ici plein de propriétés en fait qui vérifient que vous avez les mêmes structures que R2. Alors cette similitude avec R2 ou R3, on verra plus tard, ou Rn de façon générale, vous allez voir qu'elle va être importante par la suite. Alors j'en dis pas plus pour le moment parce que cette définition, encore une fois, vous n'avez pas à la connaître par cœur. Ce qui va être important, c'est de retenir quelques exemples importants justement d'espaces vectoriels. Alors l'ensemble K puissance n, donc ici K va être R ou C, en pratique ça va être très souvent être R pour nous, hein, donc Rn, le classique que vous connaissez, R2 ou R3 par exemple, c'est vraiment l'espace vectoriel de base que vous manipulez depuis toujours, et enfin depuis un petit moment en tout cas. On va aussi avoir l'ensemble des polynômes à coefficients réels ou complexes, qui est un espace vectoriel. L'ensemble des fonctions définies sur l'intervalle i et à valeur dans R va aussi être un espace vectoriel. L'ensemble des matrices à P ligne et Q colonne va également être un espace vectoriel. Et enfin, l'ensemble des suites numériques à valeur dans R ou C va également être un espace vectoriel. Donc ça va être grosso modo les 5 gros espaces vectoriels de base sur lesquels on va s'appuyer. Et vous allez comprendre maintenant ce que je veux dire par s'appuyer dessus. Parce qu'on va avoir la notion de sous-espace vectoriel. Alors dans toute la suite de ce chapitre, E va désigner ce qu'on appelle un K espace vectoriel, donc l'un des 5 gros espaces qu'on a vu avant. L'ensemble donc Rn, l'ensemble des suites vectorielles, l'ensemble des suites numériques, pardon, l'ensemble des polynômes, l'ensemble des fonctions, etc., l'ensemble des matrices. Définition, on va prendre F un sous-ensemble de E, on dit que F est un sous-espace vectoriel de E s'il n'y a que deux points à vérifier. Par rapport à la grosse définition d'avant, là on n'a que deux points à vérifier qu'il faut bien connaître par cœur. Les deux points sont les suivants. Il faut que j'ai le 0 de mon espace vectoriel de départ qui appartienne à F. Donc par exemple, si on est dans R3, le 0 de R3, c'est le vecteur composé de trois coordonnées 0, 0, 0. Et il faut que si je prenne deux éléments dans mon ensemble, et un scalaire, ce qu'on appelle un scalaire, c'est une constante, donc soit réelle, soit complexe, ça dépend dans quelle classe, dans quel cas on se place. Alors, quand je fais lambda fois u plus v, je reste dans f. Ce point 2, on pourrait le séparer en deux points si on le voulait. Ce qu'il faut retenir en gros, pour être un sous-espace vectoriel, il faut deux choses. Si je prends deux éléments dedans et que je les additionne, je reste dans mon ensemble. Si je prends un élément quelconque et que je le multiplie par n'importe quelle constante, alors je reste également dans mon ensemble. C'est ça la structure de sous-espace vectoriel. Et il faut aussi qu'il y ait 0 dedans, c'est pour que ce soit non vide. Proposition, un sous-espace vectoriel est aussi un espace vectoriel. Du coup, grâce à ça, pour montrer qu'un ensemble est un espace vectoriel, qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer que c'est un sous-espace vectoriel, grâce à la définition qui est ici, d'un des 5 gros espaces qu'on a vu avant, donc dans les exemples importants. Du coup, je vous répète, la grosse définition d'espace vectoriel, vous ne l'avez pas, je vous rassure, à la connaître par cœur. Donc un exemple tout de suite, on peut voir que l'exemple qui est là, donc c'est un sous-espace vectoriel, je vous le ferai en vidéo, et la vidéo s'appellera exemple 1. Un autre exemple, il sera dans exemple 2, donc pareil, et exemple 3, donc tout ça, on va le faire dans une même vidéo qui s'appellera exemple 1, 2, 3. On peut aussi voir que l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n est un R espace vectoriel, je peux vous le faire à l'oral. Hein. Le polynôme 0 nul est de degré 0, du coup il est bien inférieur ou égal à n comme degré. Et si je prends deux polynômes de degré n de degré inférieur à n que je les additionne, ça reste degré inférieur ou égal à n. Si je prends un polynôme de degré inférieur ou égal à n et je multiplie par une constante, ça reste un polynôme de degré inférieur ou égal à n. Du coup j'ai bien sous-espace vectoriel de l'ensemble des polynômes. Et vous avez un dernier exemple que je vous laisse faire un exercice si vous le souhaitez, mais que je ne ferai pas en vidéo ici. Proposition, si je prends deux sous-espaces vectoriels, alors l'intersection reste un sous-espace vectoriel de E. À quoi nous sert cette proposition? À définir la chose suivante. On va appeler sous-espace vectoriel engendré par un certain ensemble A, et on va noter vect de A, le plus petit, au sens de l'inclusion, sous-espace vectoriel de E contenant A. Comment on fait pour obtenir ce vect de A en pratique, enfin pas en pratique mais en théorie? C'est en fait on prend l'intersection de tous les sous-espaces vectoriels qui contiennent A. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la suite, c'est plutôt ce qu'on a ici. Si je prends U1, U2, UN des éléments de E, donc on va appeler des vecteurs, hein, pour nous, tout ce qui est dans un espace vectoriel, on peut appeler ça un vecteur. Mais ça peut être un vecteur au sens large. Si votre espace E, c'est l'ensemble des polynômes, un polynôme peut être appelé un vecteur dans ce cadre-là. Donc c'est ça un petit peu de vocabulaire qui est un peu difficile à manipuler. Mais donc retenez ça, tout élément d'un espace vectoriel, on peut appeler ça un vecteur, si on le souhaite. Donc ce qu'on va appeler combinaison linéaire de U1, U2 jusqu'à UN, on va appeler ça un vecteur U, que je peux écrire sous la forme une constante fois U1, plus une constante fois U2, plus etc., une constante fois UN.
Donc voilà ce qu'on appelle combinaison linéaire de vecteurs, c'est cette chose-là. On additionne les vecteurs en les multipliant par des constantes éventuellement. Proposition, l'ensemble des combinaisons linéaires d'un certain ensemble de nombres de vecteurs U1, U2, UN est le sous-espace vectoriel engendré par U1, U2, UN, donc ce qu'on a défini juste avant. Donc, autrement dit, vecteur de U1, U2, UN, c'est l'ensemble des possibilités, l'ensemble des vecteurs que l'on peut trouver en prenant une constante fois U1, plus une constante fois U2, plus etc., une constante fois UN. Un exemple, si je prends ici ce sous-ensemble-là, alors le sous-espace vectoriel engendré par ce sous-ensemble, il est donné ici et sera fait dans une vidéo qui s'appelle exemple 4. On va parler maintenant de la notion de base d'un espace vectoriel. Alors commençons d'abord par voir la notion de famille libre et famille liée. On dit qu'une famille U1, U2, UN d'éléments est libre ou que les vecteurs U1, U2, UN sont linéairement indépendants. On va utiliser les deux définitions. Je vais plus souvent dire libre, mais on peut aussi parler de linéairement indépendant. Si on a la chose suivante, je vous lis la définition, après j'essaie de vous l'expliquer. Alors si je suppose qu'il existe des vecteurs, enfin des scalaires, des constantes lambda 1, lambda 2, lambda n, telles que lambda U1 plus lambda 2 U2 plus lambda UN soit égal à 0, alors obligatoirement ces constantes lambda 1, lambda 2, lambda n sont nulles. On dit que U1, U2, UN est liée si elle n'est pas libre. Alors, essayons de comprendre la notion de lié. Une famille est liée si je peux exprimer un vecteur en fonction des autres. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Quand est-ce qu'une famille est libre? Là, écrire ça, ça signifie par exemple que je peux dire que U1, ça vaut lambda U1, ça vaut moins lambda 2 U2, moins lambda 3 U3, moins etc., lambda n UN. Du coup, a priori, j'ai réussi à exprimer U1 en fonction des autres, plutôt lambda 1 U1. Mais ce que je vais dire là, c'est que si la seule possibilité, quand j'ai cette égalité-là, alors obligatoirement c'est que tous les constantes sont nulles, ça veut dire qu'en vrai je n'ai pas de liaison entre mes vecteurs, à part la seule liaison basique qui est que 0 fois l'un plus 0 fois 2 plus 0 fois le dernier est égal à 0. Donc c'est ça une famille libre. C'est plus facile de comprendre lié, mais libre c'est que je ne peux pas justement trouver de lien entre mes vecteurs à part dire que 0 fois chaque vecteur vaut 0. Donc une famille est ainsi liée, parce que je vous l'ai dit juste avant, hein, ce qui est écrit là, je vous l'ai dit vraiment juste avant. Alors des exemples, si je prends les exemples qui sont là, qui vont suivre, qui vont s'enchaîner, je vais faire tous dans les mêmes vidéos qui vont s'appeler exemples 5, 6 et 7. Du coup, j'en dis pas plus ici. Une autre proposition, donc si je suppose qu'une famille, si je suis dans E égale K puissance n, donc ici en pratique nous sera Rn, donc dans Rn, une famille composée de n vecteurs, c'est important, donc dans Rn, une famille de n vecteurs, est libre si et seulement si le déterminant de la matrice dont les colonnes sont formées par mes vecteurs est différent de 0. Du coup, un autre exemple pour voir comment on applique ça, ça permettra de se rappeler comment on fait un calcul de déterminant, et ça s'appelle exemple 8. Une remarque, si je suis toujours dans Rn, quand j'ai une famille de deux vecteurs, donc quand j'ai juste deux vecteurs, je peux dire qu'une famille est libre si et seulement si les deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc pas collinéaire, ça veut dire que je ne peux pas dire que l'un est égal à une constante fois l'autre. Attention, ça marche que pour deux vecteurs. Si j'ai une famille plus grande, à partir de trois vecteurs, une famille libre, ce n'est pas du tout équivalent à avoir des vecteurs 2 à 2 non collinéaires. Donc attention à ne pas vous faire avoir par ce genre de faux exemples, enfin de fausses pensées. Et une autre proposition qui peut être utile dans l'ensemble des polynômes, si je considère l'ensemble des polynômes, une famille constituée de polynômes de degrés différents est obligatoirement libre. Donc ça peut être utile aussi de retenir ce résultat pour l'ensemble des polynômes. Parlons maintenant de famille génératrice. On dit qu'une famille d'éléments de E est une famille génératrice si tout élément de E s'écrit comme combinaison linéaire de U1, U2, UN, où c'était ma famille de départ. Autrement dit, si E peut être égal à l'ensemble au sous-espace vectoriel engendré par cette famille U1, U2, UN. Du coup, qu'est-ce que ça signifie que, avant de faire l'exemple, qu'on a une famille génératrice, c'est que si je prends un élément quelconque dans E, je pourrais l'écrire à partir de U1, U2, UN. C'est ça la notion de famille génératrice. Autrement dit, je peux générer tout mon ensemble E avec les vecteurs U1, U2, UN. Un exemple qu'on va voir tout de suite également dans une vidéo, donc ce sera l'exemple 9, donc j'en dis pas plus ici. Enfin, notion de base. Alors, qu'est-ce qu'une base? On dit qu'une famille U1, U2, UN d'éléments de E est une base de E si elle est libre et génératrice de E. Donc si elle est libre, ce qu'on a vu juste avant, et génératrice, encore juste avant cette propriété. Qu'est-ce que ça signifie? Si je prends, je note grand E, l'ensemble E1, E2, En, si je suppose que c'est une base de E, et si je pose V, un vecteur quelconque de E, alors je sais que V peut s'écrire de façon unique sous la forme V1 fois E1 plus V2 fois E2 plus Vn fois En. Et j'ai donc unicité de l'écriture, c'est-à-dire les V1, V2, Vn, ces coefficients sont uniques. Ces coefficients uniques sont donc les coordonnées de V dans la base E. Qu'est-ce qu'une base du coup? Comment on peut comprendre la notion de base?
Vous avez un espace vectoriel, une base, ça va être un ensemble de vecteurs qui vont vous permettre de construire tous les éléments de votre espace vectoriel, de les construire de façon unique, c'est-à-dire vous allez avoir une seule écriture possible à partir de ces E1, E2, En. Donc la différence avec famille génératrice, c'est souvent ça où vous vous trompez un petit peu. Une famille génératrice, c'est je peux retrouver tous les éléments de E, mais ça se trouve en prenant plusieurs combinaisons différentes, alors que quand j'ai une base, tout élément de E peut se créer en fonction de mes éléments de base de façon unique. C'est ça qui est important, c'est l'unicité. Un exemple, dans l'exemple précédent, la famille U1, U2 était une base de E. C'est facile à voir qu'elle était libre en fait, hein. Je vous laisse faire un exemple, je ne l'ai pas fait pour le coup, mais on a vu que c'était générateur, pour voir que c'est libre, c'est assez simple. Je vous laisserai le voir. On pose E1 ici, enfin un exemple important. Si je suis dans Rn, ou dans Cn sera la même chose, on va appeler ce qu'on appelle la base canonique. Ça va être les vecteurs ici, donc E1 c'est 1 puis que de 0, E2 c'est 0 puis 1 puis que de 0, E3 ce serait 0, 0 puis 1 puis que de 0, et enfin En c'est que des 0 avec un 1 à la fin. Donc vous bougez le 1 de place pour la base canonique. Par exemple dans R3, E1 ça va être 1, 0, 0, E2 0, 1, 0 et E3 0, 0, 1. Ce qui correspond à vos, avec les notations quand on a des repères orthonormés dans R3, OIJK, bah, ça correspond au vecteur I, J et K. Alors maintenant, voyons ce qu'on va considérer, ce qu'on va appeler des espaces vectoriels de dimension finie. D'abord, qu'est-ce qu'une dimension? Donc s'il existe une base de E qui a n éléments, alors toutes les bases de E ont le même nombre d'éléments n. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, des bases d'un espace vectoriel, il peut en exister une infinité différente. D'ailleurs, s'il en existe une, il en existe une infinité. Mais ce qui va avoir un point commun, c'est que si vous allez trouver une base avec un nombre fini d'éléments, alors toutes les bases auront ce même nombre fini d'éléments, qu'on va noter ici, petit n. Et ce qu'on va appeler dimension de l'espace vectoriel, ici ce dim E égale petit n, c'est justement ce nombre commun à toutes les bases de mon espace vectoriel. Donc l'espace Rn, par exemple, la dimension finie n, comme on le sait, bah, on a vu la base canonique juste avant, et il y avait n éléments dedans. L'espace vectoriel si je considère R crochet x, c'est la dimension infinie. Si je prends un polynôme de façon quelconque, c'est dimension infinie. Par contre, si je prends Rnx, c'est-à-dire l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à n, alors cet espace, c'est dimension finie n plus 1. En effet, une base peut être donnée par P0 égale 1, P1 égale x, P2 égale x2, etc. Pn égale x puissance n. Et là, je vois bien que j'ai n plus 1 éléments dans cet ensemble. Vous pouvez les compter si vous souhaitez. Hein. De 0 à n, j'ai n plus 1 éléments. Il s'agit d'ailleurs de la base canonique de Rnx. Autrement dit, enfin, quand vous écrivez un polynôme de façon quelconque, vous allez bien l'écrire sous la forme A0 fois 1 plus A1 fois x plus A2 fois x2 plus etc. plus AN fois x puissance n. Théorème, si la dimension de E est égale à n, alors toute famille libre, respectivement génératrice de n éléments, est une base de E. On parle alors de famille libre maximale ou génératrice minimale. Qu'est-ce qui est important à retenir dans ce théorème? C'est que si vous savez au préalable la dimension de votre espace vectoriel, vous savez que la dimension c'est n. Si vous trouvez une famille qui est libre et qui a n vecteurs, automatiquement c'est une base, pas besoin de montrer que c'est générateur. Inversement, si vous trouvez une famille génératrice qui a n vecteurs, automatiquement c'est une base, pas besoin de montrer que c'est libre. Donc toute famille libre de E est composée de maximum n vecteurs. Si vous avez plus de n vecteurs, automatiquement vous avez une famille liée. C'est logique parce que le n plus unième vecteur, vous pourrez automatiquement l'exprimer en fonction de n premier, ce sera une base. Pareil, toute façon génératrice de E est composée d'au minimum n vecteurs. Pour reconstruire tout E, il me faut au minimum n vecteurs. Proposition, si vous avez E un K espace vectoriel, donc un gros espace vectoriel de dimension finie n, et vous prenez F un sous-espace vectoriel de E, alors obligatoirement, F est également de dimension finie, et la dimension de F est plus petite que la dimension de E. Si vous savez que les deux dimensions sont égales, c'est que obligatoirement F est égal à E. Comment le comprendre? Si vous dites que F est dans E mais qui fait la même taille, dire que la même dimension c'est grosso modo dire qu'il fait la même taille, bah être dans E et faire la même taille, c'est qu'en fait on est carrément égal à E. Des exemples pour conclure maintenant cette partie. Donc ces exemples, on va les faire dans une vidéo que je vais appeler exemple. On va avoir exemple 10, l'exemple 11 et l'exemple 12 qui sont ici. Ça termine cette première partie de ce cours.